m'appelle Dr Audrey Florent-Gomsik, je suis une scientifique du développement durable. J'ai un doctorat en chimie physique et chimie analytique que j'ai eu à Paris. J'ai passé 10 ans à être chercheuse, donc dans l'innovation pure, comme en teindre du textile sans eau par exemple. Et ensuite je me suis rendu compte que les entreprises ne deviennent pas vertes parce que c'est bien, elles deviennent vertes parce que ça rapporte. Donc j'ai changé pour être sûre que l'innovation était implémentée. Et ensuite moi j'ai grandi verticalement, c'est-à-dire que je suis devenue directeur de programme, de recherche, CEO de boîte qui n'était pas la mienne, en intégrant toujours le développement durable sans le dire avant, parce qu'avant, durabilité, ça faisait peur. Donc ça veut dire faire en sorte que les entreprises soient innovantes et vertes, mais aussi qu'elles traitent les gens bien, socialement, parce que l'innovation, ça ne vient pas du ciel, en fait, ça vient des gens. Donc faire de l'innovation environnementale et sociale pour avoir plus d'argent. Mon but, en fait, ça a été, d'abord en travaillant dans des PME pour des grosses entreprises et ensuite moi-même en étant à la tête d'entreprise, ça a été vraiment d'intégrer la durabilité pour plus de profitabilité. Pour créer ce problème-là, en fait, j'ai créé il y a 5 ans une entreprise qui s'appelle Trianon Scientific Communication avec un partenaire. Et c'est vraiment pour régler ça. Trianon, ça veut dire People, Planet, Profit. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Ensuite, c'est scientifique parce que tout doit être géré par des données, des datas. L'émotion, on en a besoin, mais en fait, on ne peut pas avancer si on ne peut pas prouver ce qu'on fait et que ce qu'on fait a un impact. Et communication pour enlever tout ce qui est greenwashing et social washing, que c'est important. Donc c'est vraiment faire en sorte que les entreprises, parce que je pense honnêtement qu'une entreprise qui est verte et qui ne fait pas d'argent, elle meurt. Une entreprise qui ne fait pas attention à les gens qui travaillent pour elle ou même ses employés, en fait, elle va mourir parce qu'au bout d'un moment, à part si on est Total, ses clients vont arrêter d'acheter là, donc elle va aussi descendre en valeur. Et qu'une entreprise qui n'est pas profitable, ça ne sert à rien. Donc voilà, donc vraiment les trois. C'est pas parce qu'une idée est brillante qu'elle devient réelle pour la société, en fait. Pour que l'invention devienne innovation, eh ben, il y a plein de barrières qui font que ça n'arrive pas toujours. Et c'est pas parce que l'invention n'était pas bonne, c'est parce que les personnes qui pourraient permettre que ça devienne innovation ont tous une même façon de penser ou ne sont pas assez innovants dans leur façon de penser pour voir que ça aurait pu apporter beaucoup de progrès. Ça a commencé en fait en tant que scientifique parce que moi j'ai commencé par dépolluer l'eau. Et ce qu'on utilisait pour dépolluer l'eau était plus polluant que la pollution. Donc déjà en parlant, en se disant mais il y a un problème en fait, j'ai redirigé mes études de thèse par exemple, comme ça. Et en avançant dans la science en fait, je me suis rendu compte que souvent, parce que moi je suis noire et je suis une femme, en chimie physique, donc souvent toute seule, on a une perspective qui est souvent différente de celle qui est dans la salle. Et donc, il est important que ces perspectives-là ne soient pas effacées parce qu'elles permettent de faire avancer un problème en total. Je me suis rendu compte que même les politiciens ou les politiques publiques, en fait, tout est dirigé par la façon de penser des gens, par la perspective qu'ils ont et pas par ce qu'est le problème en général. Et donc ça a été quelque chose qui m'a vraiment ouvert les yeux et c'est pour ça que travailler à l'intersection de la science, des policies et de l'entrepreneuriat pour moi était important. Pour que la science soit implémentée, pour que les entreprises puissent en profiter et que ce soit pas juste « Ah mais je veux que la Terre soit verte ». Il y a vraiment quelque chose où tout le monde peut profiter. C'est une bonne question ça. Le problème c'est que souvent les institutions mesurent leur output et pas leur impact. Donc quand elles sont prêtes à écouter des experts comme moi extérieurs, en fait, ça permet de faire un vrai changement. Et je trouve qu'elles peuvent avoir un grand pouvoir si elles comprennent qu'il faut mesurer l'impact et pas l'output. Les entreprises, c'est plus facile, c'est l'argent, quoi. Je peux dire quelque chose qui est complètement délirant pour eux. Si je peux prouver que ça va leur apporter plus d'argent, eh ben ça peut avancer. Le truc, c'est que les entreprises, aujourd'hui, elles regardent leurs profits beaucoup trop à court terme. Elles regardent sur un mois, 2 mois, alors qu'il faut regarder sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils ont tous fait des innovations qui auraient pu changer le monde, ou qui ont changé le monde, mais on ne sait pas qui c'est. D'autres qui auraient pu changer le monde beaucoup plus tôt, mais qu'on n'a pas considéré parce qu'ils étaient ou elles étaient invisibilisées. Tous ces innovateurs sont morts, dans l'œuf, mais réhabilités plus tard, à cause de 4 armes, toujours les mêmes. Tous devraient être beaucoup plus connus. Voilà. Ce qui a fait que leur innovation a été tuée dans l'œuf, ça existe toujours aujourd'hui en fait. C'est bien que les gens se rendent compte que pour qu'une invention devienne une innovation, en fait, c'est pas forcément l'inventeur ou le scientifique le problème. C'est une chimiste qui s'appelle Eden Levent. C'est elle qui a fait que les médicaments soient plus sûrs pour les humains. Il y avait un médicament qui s'appelle le Kaizoban, qui était censé sauver tout le monde du cancer.
D'accord ? Et en fait, elle a prouvé, en inventant une nouvelle technique de chimique qui s'appelle la spectroscopie, qu'en fait, ce médicament, c'était de l'eau, quoi, qui ne sauvait pas les gens. Mais à l'époque où elle l'a fait, donc maintenant, tous les trucs de safety de FDA, en fait, partent de son travail à elle. Mais en fait, à l'époque, même Kennedy, en fait, disait non, non, ce médicament est super, parce que les gens qui le vendaient, en fait, étaient du même milieu social et tout ça que Kennedy, alors que c'est elle qui avait raison. Mais son nom, elle est morte jeune et son nom a été complètement effacé de l'histoire. Il a été réhabilité il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Ou même Maria Telka, c'est la première femme à avoir fait une maison qu'on peut chauffer au soleil. Et c'est devenu une innovation 50 ans plus tard, parce que quand elle l'a sortie, on a dit oh, c'est trop compliqué, et en plus c'est une femme, alors bon. Et donc voilà, et en fait, si ça avait été pris dès le départ, aujourd'hui on pourrait peut-être être tous chauffés au soleil à la place d'au fioul, quoi. J'espère que tout le monde peut être innovateur. Pour moi, l'innovation, c'est on résout un problème ancien avec quelque chose de nouveau. Et donc, c'est un problème que quelqu'un a, et il cherche une solution. Et en fait, la solution, elle peut aller pour tout le monde. Voilà. C'est ça le moteur de l'innovation, je pense. Être durable, ça coûte. Alors, oui, ça coûte de l'argent. Mais en fait, le retour sur investissement est beaucoup plus que ce qu'on pense. Le problème, c'est que la façon dont on regarde le profit aujourd'hui est vraiment trop court terme. Moi, par exemple, je lobby beaucoup pour que les investissements qu'on fait en durabilité, parce qu'on ne peut pas devenir durable en switchant un truc. Quand on change complètement sa façon de produire, on investit plus que ce qu'on avait avant, ça c'est sûr. Mais en fait, si on regarde la profitabilité sur 3 ou 5 ans, on se rend compte qu'on est beaucoup plus profitable qu'avant, parce que ce qu'on produit, la façon dont on le produit déjà pollue beaucoup moins. Souvent, on a des équipements qui demandent moins de personnes pour les utiliser. Et comme on a pensé à notre produit ou notre service dans toute sa durée de vie, eh ben, on a moins de problèmes de déchets et tout ce qui va avec. Et donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, les investissements en durabilité devraient être comptés comme de la dépréciation. Comme on fait pour les ordinateurs, quand on achète des ordinateurs, on déprécie sur 3 ans. Et ben, les investissements en durabilité devraient faire la même chose, en fait, pour que les gens comprennent que oui, autant T, en fait, on dépense de l'argent, mais autant T plus 3 ans, en fait, on se rend compte que l'argent, il est revenu et qu'on en fait plus. Eh bien, change son board et qu'il prenne dans tous les niveaux de décision de son entreprise des gens différents. Et pas tous des gens avec des backgrounds différents, des gens avec une perspective différente, parce que c'est ça qui apporte l'innovation, en fait. Et qu'aujourd'hui, les gens, ils ont peur de s'engueuler. Ils savent plus s'engueuler, en fait. Et donc, on prend des gens qui sont toujours d'accord avec vous. Mais quand on est toujours d'accord, on n'apporte pas d'idées nouvelles. Et donc, c'est ça. Moi, je dirais, regardez votre chaîne de décision et prenez des gens qui sont différents. Ce qui me donne de l'espoir, les jeunes, je trouve, ils sont très combatifs. Il y en a qui font des choses très concrètes pour que ça change. Pour que les gens se prennent conscience de ce qu'il faut changer. La génération d'en dessous, en fait, sont beaucoup plus conscients de ce qui se passe. Et donc, du coup, je pense que ça va changer les choses assez vite, j'en sais rien, mais que ça va commencer à faire changer les choses. Et ce qui m'inquiète, c'est plutôt le contexte international. Et j'ai toujours l'impression que quand on a un partenaire de l'autre côté de l'océan qui fait des choses qui ne sont pas OK, en fait, en Europe, et même les chefs d'entreprise, il y a toujours un moment de sidération au lieu d'avoir le courage de dire non, quoi. Et donc on ne fait rien, ou on est d'accord parce qu'on a des intérêts de ce côté-là et qu'on ne veut pas les perdre, et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le courage de dire « bah non, en fait, c'est pas possible ». Moi, je suis arrivée au Merode il y a un peu plus d'1 an, parce que la science me manquait, en fait. Et à chaque fois que je voulais avoir une conférence sur la science, c'était une conférence. C'est-à-dire que c'est une journée et c'est toujours sur un de mes sujets. Et donc, je voulais à quelque chose où je pouvais avoir différents sujets scientifiques qui ne sont pas forcément le mien et apprendre des trucs. Et en fait, j'ai découvert une programmation extrêmement hétéroclite. Et je trouvais que rien qu'avec le titre, en fait, le Merode donnait envie aux gens d'y aller. Donc moi, souvent, je regardais le titre, je me dis « ah, intéressant, je regarde même pas le programme, j'y vais » pour être surprise. Et quelque chose qui m'a, dès le départ, donné envie de faire partie de cette communauté, et vous allez trouver ça peut-être débile, hein, c'est que quand on regarde l'application du Merode, et qu'on ouvre l'application du Merode, et ben en photo, c'est une femme blanche et un homme noir. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent on veut une communauté diverse et on veut beaucoup de différents backgrounds et tout ça. Mais moi, c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui me ressemble et qui représentait l'établissement. Qui n'était pas le cuisinier, celui qui fait le ménage et tout, qui représente l'établissement. Et là, je me suis dit, ok, ils n'en parlent pas parce que c'est pas comme ça
qu'on m'a recrutée, enfin que j'ai fait mon interview, on n'en a pas parlé, mais que pour moi ça voulait dire quelque chose. Donc ça m'a donné vraiment envie de venir, et que j'avais été conseillée par une amie déjà qui m'avait dit mais il faut que tu viennes là et tout. J'avais dit mais non, c'est pas pour moi, mais en fait voilà. Et ça pour moi c'était important. Et puis aussi je trouve que la diversité de background des gens qui sont ici, on sait que quand on vient ici on va rencontrer quelqu'un qu'on n'avait pas vu quoi. Les gens follow-up, c'est-à-dire qu'on va les voir une fois, puis on va dire on devrait boire prendre un verre, et bah oui, et en fait on va prendre un verre ensemble un autre jour. Ça veut dire que tous les gens sont assez engagés pour en faire une vraie deuxième maison, une vraie communauté, et je trouve ça extra. Donc c'est ça qui m'a donné envie. Et puis après, moi, faire du public speaking, c'est un peu mon boulot. Et je trouvais que c'était bienveillant quoi ici. Alors je me suis dit bon, ouais, je vais voir si je peux faire un truc. Voilà.